Bienvenue Moustapha Saimi. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes professeur de droit et politologue. Et une invitation pour un info en face un peu particulier, un info en face de fin d'année, si je puis dire, puisque c'est l'info en face rétro-prospective de l'année 2018, et pour histoire de revenir pas à pas, ou reparcourir avec vous en tout cas, Moustapha Saimi, l'année politique 2018. Que s'est-il passé tout au long de l'année? Est-ce que le personnel politique a été au rendez-vous? Donc on va en débattre. Et ensuite, dans un second temps, on va un petit peu ouvrir un petit peu la fenêtre en grand sur 2019, parce que dans quelques heures, ça sera 2019. Voir un petit peu quels sont les challenges, les défis, que sur le développement des territoires avec l'émergence d'une nouvelle élite régionale et toute la dynamique aussi socio-économique qui va avec. Mais sur l'année 2018, est-ce que, ma première question, Moustapha Saimi, est-ce que politiquement, nous avons été gouvernés? C'est pas que je veux commencer fort, mais je vais commencer par ça. Est-ce que politiquement, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, politiquement, notre pays a été gouverné? Gouverner, oui. Gouverner, oui. Il y a des institutions qui fonctionnent d'une manière discutable, on va peut-être y revenir, mais c'est un pays où il y a des institutions qui sont en place, il y a une autorité légitime et légale au plus haut niveau de l'État. Il y a un gouvernement, il y a un parlement. Maintenant, est-ce que le job est fait par les acteurs institutionnels, les institutions? Ça, c'est un par le personnel politique. Par le personnel politique. Quand je dis gouverner politiquement, est-ce que... politique, c'est-à-dire non seulement les effectifs, mais aussi les partis dont ils émanent pour la majorité d'entre eux. Ma première observation pour l'année 2018, c'est que nous sommes encore dans une séquence de transition inachevée. Mais cette fois-ci, elle est inachevée et brouillonne. Je veux dire par là que on a eu les élections de la fin 2016 où il y avait un élan. Il y avait un élan, la fin des élections d'octobre 2016, il y a eu un élan avec, même si la participation électorale était modeste, autour de 43-44%, il y avait un élan parce qu'il y avait quelque chose qui était dans l'air, il y avait des projets porteurs qui étaient défendus par les uns et les autres. 2017 et 2018 me paraissent relever de la même comptabilité, c'est-à-dire que les politiques publiques n'arrivent pas à être enclenchées. Les caps sont fixés, les programmes aussi, mais nous sommes dans des situations où pour mettre en cause le gouvernement, parce que c'est lui l'organe exécutif, oui, on va aller sur le gouvernement. Pour oui. Mettre en cause le gouvernement, ce gouvernement n'arrive pas à imprimer sa marque, à donner un rythme, et ça donne la situation actuelle aujourd'hui à la fin de cette année 2018, qui est celle-ci de l'attentisme, de l'interrogation, d'une insuffisante visibilité économique et même politique. Mais justement, restons sur le terrain politique, si vous le permettez, dans le cadre de cette rétro-prospective 2018, savoir politiquement, est-ce qu'on a été gouverné par des partis politiques coalisés au sein d'une majorité gouvernementale? Est-ce qu'il y a eu une vie politique? Est-ce qu'il y a eu des actions politiques? Est-ce qu'il y a eu des discours politiques? Est-ce qu'il y a eu des débats politiques? Ça pose au moins deux problèmes. Le premier problème, c'est la bonne marche ou pas de la majorité actuelle. Or, ce qui se passe pour ce qui est de l'année 2018 incline à donner une réponse négative. C'est une majorité qui n'arrive pas à travailler ensemble et qui est traversée par des dissensions, des polémiques, des controverses entre le PJD, avec comme secrétaire général le chef du gouvernement, Saadine Othmani, et ses alliés de la majorité. Le débat s'est polarisé sur deux plans. Entre le PJD et le RNI, il y a eu des controverses au cours de l'année dont on aurait pu se passer. L'histoire du boycott au mois d'avril l'histoire du boycott, la mise en cause par un ministre du RNI, membre du bureau politique, en l'occurrence Rachid Talbi Alami, qui, dans une réunion de son parti, a dit « Le projet et le programme du PJD est destructeur pour la démocratie et le développement ». C'est un responsable. Ça crée un tollé au sein du parti. Donc, oui. ça crée un tollé au sein des rangs du PJD. À une situation tout à fait négative quant à la stabilité, à la sérénité des rapports entre la majorité. Il y a eu également des problèmes qui sont tout aussi importants entre le PJD et le PPS. On l'oublie.
Le PPS a une position aujourd'hui de participation conditionnée. Depuis le mois d'octobre, ça a traîné, oui, ça a traîné. Et donc, à différentes reprises... Mais il est resté le PPS. Mohamed Nabil Abdallah, que vous avez reçu ici, qui dans d'autres instances, notamment dans les communiqués de son parti ou dans des réunions du PPS, a dit « Nous attendons de voir pour mesurer le degré de participation ou pas à ce cabinet et nous sommes prêts. Parmi les options que nous avons sur la table, nous sommes prêts à quitter le gouvernement si un certain nombre de choses ne sont pas faites. » Mais il est resté. Oui, ça avait été annoncé en fin septembre, début octobre. Mais ça traduit tout de même la fragilité de cette majorité. Oui. J'ajoute un point. C'est une majorité qui n'arrive pas à se réunir. Oui, ils n'arrivent pas à se réunir. Je vous rappelle que voici 10 mois, en février 2018, une charte de la majorité avait été signée à Rabat avec un certain nombre de principes. Combien de fois ils se sont réunis depuis 10 mois? Une année 2018, page blanche, et que le pays a fonctionné parce que les institutions, ou quelques institutions sont là et le pays a pu tourner, mais que le politique n'était pas au rendez-vous. Est-ce qu'on peut résumer ceci à cela? Je vais nuancer, si vous le permettez. Il y a un État. Il y a des autorités, des institutions. Maintenant, les politiques menées par les différentes institutions posent problème. Qui est en cause dans ce domaine-là? C'est évidemment le gouvernement, c'est l'organe exécutif, c'est lui qui est chargé de traduire... Le gouvernement et le chef de gouvernement avant tout? Bien sûr, quand je dis le gouvernement, c'est l'ensemble de l'institution, et nous sommes dans une situation où ce gouvernement paraît à la remorque des événements, et quand il bouge, c'est parce qu'il y a eu une forte intervention, une orientation royale publique. On l'a vu lors du discours du trône de Sa Majesté le Roi sur la priorité à donner au social. Ça n'était pas le cas auparavant. C'est un gouvernement qui maintenant a 20 mois. Il a fallu attendre le discours royal du trône pour qu'une forte accélération et une forte priorisation soient données au social avec des mesures concrètes. Il y a le problème de la relance économique, le statut de l'entreprise, tous les chantiers en retard où il a fallu l'intervention royale, la charte de la décentralisation. Le souverain, vous savez, a donné un délai. Il a dit fin octobre, il faut que cette charte de la décentralisation soit validée par le gouvernement, parce que nous avons quoi aujourd'hui? Nous avons un système qui est bancal, qui ne marche pas sur deux pieds pour ce qui est de la décentralisation. Nous avons les régions d'un côté qui a été élu, Conseil de région, en septembre 2015, et parallèlement, il faut mener un processus de déconcentration, administrative et ensuite de l'État central vers les nouvelles collectivités. Je vous rappelle qu'il y a encore deux jours, Sa Majesté le Roi, dans un message adressé au Parlement des régions du Maroc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, les régions, aujourd'hui, 3 ans après, sont en deçà de nos ambitions. C'est-à-dire, même au plus haut niveau de l'État, le constat est un constat d'insatisfaction. Et nous sommes dans une situation difficile, qui est celle-ci. C'est pour ça que j'ai parlé au départ de transition inachevée et brouillonne, qui n'offre pas une perspective. Dans 10 secondes, pour dire que dans la théorie politique de la transition, on appelle ça la transitologie, vous voyez, c'est pour les termes savants. Non, mais il y a des paramètres qui font qu'une transition soit une séquence historique entre une période autoritaire et une période de démocratisation. Nous sommes, aujourd'hui, en panne dans un schéma de transition inachevé. On fait le grand écart. Inachevé parce qu'on n'a pas mis sur pied les leviers d'accompagnement des processus. C'est vrai pour la régionalisation, c'est vrai pour un certain nombre de réformes, et c'est pour ça que je ne suis pas sûr que cette équipe-là, telle qu'elle fonctionne et telle qu'elle travaille, je ne suis pas sûr que cette équipe-là nous offre des perspectives différentes en 2019. On y reviendra là-dessus. Mais quand vous dites transition, est-ce que c'est pas plutôt à se réinventer, à se renouveler? Est-ce qu'il n'y a pas très souvent, en fait, quand on parle des limites du modèle de développement, est-ce que le modèle de développement politique ne doit pas être revu avant tout? Et est-ce que cette année 2018 n'a pas mis en relief, en lumière et en perspective les limites du modèle? Vous savez, la transition, c'est pas la gestion du statu quo. La transition, c'est la mise sur pied d'un certain nombre de mécanismes de réforme
pour opérer un changement graduel avec un accompagnement et une régulation. Quel est le constat aujourd'hui? Vous avez fait référence au modèle de développement. Nous avons un modèle de développement. Politique, je parle. Oui, mais je veux rester sur la dimension politique. Je ne peux Est-ce pas, qu'aujourd'hui, si vous permettez, pour accompagner je ne peux pas dissocier, je vais répondre à votre question, mais je ne peux pas dissocier dans mon approche la question globale de la problématique du développement. Cette problématique du développement engage, me semble-t-il, plusieurs aspects. Un modèle de développement économique. C'est un débat qui n'est pas réglé. Qu'est-ce qu'on fait? Quel modèle? La demande intérieure, l'exportation, quelle priorité, quelle place accorder aux nouvelles technologies? Et quelle source de financement pour financer tout ça? Deux, le modèle social. On ne peut pas limiter le modèle de développement à un aspect et simplement économique. Le modèle social, c'est-à-dire le pacte social. Nous sommes d'accord sur quoi? Ça veut dire pour 2030-2040, quelles sont nos priorités et les séquences pour atteindre des objectifs fixés. Quand je dis le pacte social, c'est pas un mot creux, c'est la place de la démocratie participative, la place du dialogue social, la politique des revenus, pas des salaires, je dis des revenus, c'est-à-dire c'est plus large, la répartition des finances publiques. Les citoyens sont en droit, comme les gilets jaunes, etc., sont en droit de se demander l'argent que nous payons au titre des impôts, il va où? Nous n'avons pas en retour les prestations escomptées. Est-ce que toutes ces thématiques que vous avez mis J'arrive, troisième volet, le pacte politique. Le modèle de développement, un pacte politique. Est-ce que nous sommes tous d'accord sur un pacte politique d'avenir? Sur le papier, oui. Le pacte politique, il a été consacré constitutionnellement par la loi suprême de juillet 2011, c'est-à-dire c'est un modèle de société avec une grande place à l'autorité de l'État, à la citoyenneté, au bloc de citoyenneté, à droits et des devoirs avec la régionalisation, etc. Est-ce que tous les acteurs qui ont un pouvoir de décision ou pas sont d'accord sur ce pacte politique? C'est pas le cas. Je vais donner deux éléments de réponse. Très rapidement. Est-ce que les acquis démocratiques de la Constitution 2011 ont été confortés et capitalisés? Je ne le crois pas. Ma question, est-ce qu'il faut revoir le modèle de développement politique? À la lumière, si effectivement, mais qu'on priorise la logique économique ou la logique sociale, c'est une chose. Mais est-ce qu'il faut nécessairement aussi que le politique se remette en question et se questionne et questionne le modèle dans lequel nous sommes aujourd'hui? Je n'ai pas dit le modèle du fonctionnement des institutions, je dis le modèle politique à la lumière d'un Maroc en mouvement qui va se territorialiser, où il va voir les différents territoires être dynamisés. Voilà. Donc ça veut dire. Vous interpellez les partis politiques en priorité. Parce que le modèle politique, la place centrale, c'est tout de même les partis politiques. Pourquoi? Je ne vois pas comment la surface démocratique ou la surface économique peut se développer sans personnel politique. Oui, mais... Ou alors il faudrait inventer un modèle qui n'existe pas. Mais... Le personnel politique va être plus précis, me semble-t-il. Le décideur politique, il y a des acteurs, ceux qui sont aux commandes, les formations politiques, les organisations politiques. Oui. Alors, la question qui se pose est de savoir si nos partis, tels qu'ils sont capables de se ressourcer vers de nouvelles compétences. Ce qui se passe aujourd'hui traduit une gestion de carrière et une addition d'ambitions individuelles. Évidemment, c'est un raccourci, mais qu'est-ce qui se passe dans les partis? Nos partis sont constitués autour de familles, de clans, de groupes, etc. Et il n'y a pas ce renouvellement de 109. D'ailleurs, toutes les compétences nationales ne sont pas dans les partis politiques. Et 2018 a confirmé ça? Il n'y a pas que des médiocres dans les partis. Il y a des gens qui ont des professeurs. Mais le gros de l'élite et des compétences nationales, il est en dehors des partis parce que les partis ne sont pas considérés comme attractifs. Est-ce que 2018 n'a fait que confirmer ou forcer le trait de ce que vous venez de dire et qu'on sait depuis longtemps? Ça a été une nouvelle expression d'un blocage de notre système politique quant à la place et au rôle des élites. C'est tellement vrai que les élites sont déconnectées des dynamiques sociales. Je vais vous donner quelques exemples. Quels sont les partis qui ont pris en compte la contestation de Hirak al-Husseima? Quels sont les partis qui ont pris des positions courageuses pour ce qui est de Jalada ailleurs? Bien sûr, il y a des partis qui sont allés, qui ont fait des communiqués, etc. Mais comment se fait-il
que cette dynamique sociale sous forme de revendication, de contestation, s'exprime en dehors des partis politiques existants. C'est bien la preuve que ces partis politiques ne sont pas opérants pour prendre en charge leur mission essentielle. Quelle est la mission des partis politiques? C'est l'encadrement des populations d'abord. Non, c'est prendre en charge les demandes, les besoins, les attentes des citoyens, les agréger et les formuler en termes politiques pour éventuellement les appliquer si ces partis sont au gouvernement. Est-ce qu'un parti comme le PJD, je dis le PJD parce que c'est le parti majoritaire, en tout cas qui dirige le gouvernement depuis un peu plus de 17 mois, est-ce que c'est un parti qui, en 2018, a rencontré des difficultés, est un parti qui aujourd'hui est abîmé, fatigué, usé ou pas? Il y a probablement deux PJD, et donc deux questions dans ce que vous dites. Il y a un PJD de la base, des militants, des adhérents, qui, évidemment, ont été perturbés. Vous n'allez pas me dire qu'il y a un PJD de version Saladin Toumani, un PJD version Abdellah Benkelem? C'est vous qui le dites. Non, j'ai l'impression que vous allez me dire ça, mais... Je dis qu'il y a... Est-ce que cette fracture... Voilà, j'allais y venir. C'est-à-dire, c'est un PJD, la formation islamiste, elle est perturbée et divisée par les suites de la formation du gouvernement en avril 2017, puis l'élection de Saladin Toumani le 10 décembre 2017, donc 8 mois après, alors que Abdellah Benkelem était candidat qui souhaitait que les statuts soient changés pendant un troisième mandat, et également du fait de l'échec, en tout cas du non-succès, des mesures du PJD. C'est-à-dire, quelle est la situation? Il y a une ligne, ils ont une base, ne vous trompez pas, ils ont une base qui est importante, sauf qu'elle est moins motivée qu'auparavant, elle est plus sceptique, elle est amère, et elle s'interroge sur la capacité l'actuel secrétaire général du PJD à mener les réformes et pouvoir les conduire en 2021. Pourquoi? Parce qu'en creux, il y a l'ombre de Abdellah Benkelem. Il n'y a pas l'ombre. En 2018, Abdellah Benkelem a réémergé. Oui, il est réapparu. Il a réémergé à la faveur de circonstances, de manière calculée, et au fur et à mesure qu'était consacré l'échec du gouvernement Saladin Toumani, la position d'Abdellah Benkelem était valorisée. J'ajoute un point. La position de Benkelem est valorisée pour une autre raison, c'est que paradoxalement, il y a convergence entre le tableau clinique et négatif que fait Sa Majesté le Roi de ce gouvernement et les critiques faites par Benkelem à propos de la capacité de ce gouvernement à faire les réformes. Donc ça converge. Oui, ils sont dans un champ. Ils sont dans un champ convergent d'évaluation critique, mais pour des raisons différentes, évidemment. Est-ce que c'est un PJD qui a passé une sale année 2018, politiquement parlant? Oui, c'est une mauvaise année. Mauvaise année pour le PJD? C'est une mauvaise année, mais pas seulement pour le PJD. Oui, donc c'est pour ça que je vais passer après le PJD. C'est une mauvaise année parce que la preuve n'est pas faite que le cabinet Toumani peut mener les réformes, et puis la manière dont il a été tensé par le souverain, dans le discours du trône, le discours du 20 août, le discours devant le Parlement, le discours à l'occasion de la marche maître, plus il y a 15 jours, une réunion présidée par le souverain avec le chef du gouvernement et ses ministres, et je vous invite à relire le communiqué qui a été officiel, qui a été publié. C'est un communiqué de mécontentement et de constat d'insuffisance. C'est tellement vrai, non, c'est important. Oui, mais je voulais qu'on aille, parce que je veux pas qu'on focalise que sur le PJD. Non, mais je parle du gouvernement. Oui, le gouvernement et ensuite pour le PJD, mais... Là, je parle du gouvernement, si vous permettez. Le communiqué ne met pas en cause tel ou tel parti, mais en cause un chef du gouvernement et son équipe. Et ce communiqué est important parce que le souverain a donné un calendrier pour la réforme du système de qualification d'information professionnelle. La copie est à revoir. Et ensuite, une rencontre nationale avait été fixée par le souverain sur la formation. Le dossier n'est pas prêt, ça a été envoyé. Donc, autant d'éléments qui pèsent sur le moral des partis et du PJD en particulier. Est-ce que le RNI a passé une bonne année 2018? C'est une mauvaise année. Mauvaise année? Pourquoi le RNI? Une mauvaise année à cause du boycott. Pour le chef du parti? Ah oui, c'est-à-dire frontalement. Un ministre de l'économie et des finances aussi, Mohamed Boussaïd, qui est remercié, débarqué. Non, j'y venais. Il y a deux éléments dans la mauvaise année RNI. Première année, on s'est faire du boycott qui frontalement a porté atteinte
au crédit, à la crédibilité et à la dynamique qu'avait engagé Aziz Akhnouch pendant tout qui venait de faire la tournée de toutes les régions d'ailleurs des congrès régionaux. Donc c'est important. Je note au passage, quand même, il faut quand même le dire que c'est un boycott qui n'est pas neutre, qui n'est pas innocent, il était ciblé. Qui a une dimension politique. Eh oui. Et il a des soubassements politiques. Évidemment, politicien. Ensuite, il y a eu le deuxième acte, qui est une mauvaise année pour le RNI, c'est le limogeage du 1er août. Le 1er août, par exemple, c'est le roi du ministre de l'économie et des finances, Mohamed Boussaïd, qui est un membre important du RNI. Et donc, il y a ensuite un dernier point, le bulletin d'insatisfaction décerné encore par le souverain lors de la réunion d'il y a 15 jours, un ministre important et flamboyant du RNI, Moulay Hafid Alami, qui n'a pas pu faire avancer le plan d'accélération industrielle de la région Souss-Massa, qui lui avait été signé le 28 janvier 2018 devant le souverain Agadir. Et 10 mois après, il n'y a rien. Nous sommes dans un schéma, vous savez, je voudrais le dire, nous sommes dans un schéma maintenant qui se répète, c'est-à-dire qu'on n'a pas tiré les conclusions de ce qui était passé à l'Hosseima. On va juste faire, on continue un petit peu le PPS, bonne année politique ou pas? Le PPS, c'est une année difficile pour lui, avec déjà 24 octobre 2017, il y avait eu le renvoi de son secrétaire général, Mohamed Nabil Abdallah, et du ministre de la Santé, docteur Hossein Louardi. Puis voilà le 20 août, qui intervient le renvoi de la secrétaire d'État. On poursuit très rapidement mouvement populaire. C'est une mauvaise année aussi. Même si ça a été la nouvelle réélection de Mohamed Ansar. C'est-à-dire que c'est un parti qui ne peut pas rebondir. Et donc, on s'est demandé si ce congrès n'était pas un congrès pour rien, parce qu'il a été impossible à ce parti de trouver un successeur, Mohamed Ansar, qui est en poste depuis 8 mandats, c'est le 9e mandat, c'est-à-dire depuis 1986. L'Union constitutionnelle, pour faire le tour de tous les partis de la majorité. Elle est absente du débat national. Je suis pas sûr qu'elle ait beaucoup d'activités organiques, elle ne fait pas entendre sa voix, et elle a des impositions de discrétion, voire de retenue, qui ne lui permettent pas de s'affirmer sur le champ national. Stirlel, si on passe à l'opposition très rapidement. Ça, pour ce qui est de Stirlel, c'est intéressant parce que c'est une approche de réinsertion dans le champ politique, avec la nouvelle direction donc confiée à Nizar Baraka à la suite de Hamid Chabat et des péripéties qui ont tourné ce congrès-là. La position de Nizar Baraka, c'est d'abord de resserrer les rangs parce que le parti est divisé, il était dans un mauvais état organique, et puis de réfléchir et de faire une offre politique attractive et crédible. À quel horizon ? L'horizon, c'était officiellement c'était 2021, c'est-à-dire, mais il est évident qu'ils se préparaient dans une période plus courte. À l'époque, on parlait d'un remaniement ministériel éventuel. Ils ont proposé une loi de finances rectificative en juin, c'est intéressant. Ils ont recommencé en développant le problème d'un nouveau modèle de développement, et il y a encore 5 semaines, ils ont fait une offre dans le cadre de l'Alliance des économistes israéliens, une nouvelle offre avec ce qu'ils ont appelé les 6 ruptures qu'il faut mener pour faire une politique alternative. Des ruptures qui auraient pu être menées par les Sirlel, qui a gouverné ou co-gouverné le pays depuis un demi-siècle. Mais bon, ceci est un autre débat. Mais en tout cas, 2018, Nizar Baraka... il tâtonne un peu, non? Non, il est prépositionné. Oui. C'est un prépositionnement pour être là et pour faire savoir qu'il a une offre alternative. D'accord, il est sur les starting blocks. Voilà. C'est un prépositionnement. Et le PAM, le Parti Authenticité et Modernité. Alors, la situation du PAM est 2018, changement de secrétaire général au mois de mai dernier. C'est une mauvaise année, changement dans les conditions difficiles du secrétaire général. Fin d'année difficile en novembre. L'ancien ne voulait pas démissionner, qu'il a mis 1 an pour démissionner formalisé. C'était donc un spectacle négatif pour le PAM. Le nouveau secrétaire général du PAM, Hakim Shemes, n'est pas consensuel. Est-ce qu'on lui reproche par défaut qu'il a été mis, ce qu'il lui reprochait, c'est de ne pas être consensuel, ou ce qu'il lui reprochait simplement, c'est de ne pas s'occuper des affaires du parti?
Mais d'abord, il passerait beaucoup plus de temps à la Chambre des conseillers et remplir un peu l'émission de... D'abord, il n'est pas consensuel et son élection est une élection qui s'est faite par défaut avec beaucoup de problèmes lors des congrès. Et ça s'est vérifié aujourd'hui avec les mesures disciplinaires qu'il a prises, notamment vis-à-vis un certain nombre de députés, et à Marrakech, on l'a vu, contre un ancien ministre, contre le délégué de la région, etc. Donc, en fait, oui, mais il y a eu une intervention quand même de la présidente du Conseil national, Fatoumata Al-Mansouri, qui a mis les pieds dans le plat. C'est un parti donc qui accuse un processus de mort lente. De mort lente, c'est-à-dire, est-ce qu'il pourra avoir du rebond? Quand vous dites de mort lente, ça veut dire quoi? Est-ce que vous considérez que le PAM est sur une espèce de toboggan? C'est-à-dire, voilà, c'est un processus de marginalisation. Il sera là en 2021. Il sera là parce que, vous savez, c'est l'énergie cinétique qui fait que vous continuez à tourner, même quand il n'y a pas le jus. Et il sera ramené à des processus comme ceux de l'UC, comme ceux d'autres partis, sans peser sur la vie politique. Sur 2019 et sur l'année politique, nouvelle année politique qui s'ouvre, juste sur une affaire. Je pense qu'il y a une dimension politico-politique, parce qu'on est passé entre les crises qui se sont multipliées toute l'année entre les différentes formations politiques au sein même de la majorité. Il y a une affaire qui, me semble-t-il, a une dimension politico-politique, c'est l'affaire Hamidine, où on a vu le PJD, où on a, en cette fin d'année, se solidariser autour de lui, donc accusé de l'assassinat d'un étudiant dans une université à Fès, me semble-t-il. Voilà, il y a déjà plusieurs années. 93. Voilà, et monté au créneau de Moustapha Hamid, ex-ministre de la Justice, actuellement en charge des droits de l'homme, qui a pointé du doigt l'indépendance de la justice. Et il y a toute une affaire, à mon avis, qui est essentiellement politique. Ça pose un gros problème, cette affaire d'Abdali Hamidine, qui est parlementaire, qui est vice-président du Conseil national du PJD, et qu'on dit proche d'Abdel Ben Kiran. Oui, non, mais très proche. D'Abdel Ben Kiran, beaucoup plus proche d'Abdel Ben Kiran que Saladin Atouani. Ah oui, non, non. D'accord. Même si là, tout le monde s'est soudé. Il est dans l'équipe qui règne depuis toujours, avec beaucoup de fidélité et de constance. Je voudrais dire tout de même ceci. Il y a un pouvoir judiciaire. Il y a une indépendance constitutionnelle de la justice. Il y a une décision qui a été prise par des juridictions marocaines. Il faut respecter les décisions qui ont été prises. Je me dois de le faire en tant que juriste et en tant qu'avocat, en tant que professeur de droit. Non, il faut d'abord ça. Le principe, c'est que vous êtes en train de dire que le politique aux responsabilités qui est au gouvernement n'a pas respecté n'importe qui, si vous permettez, vous, moi, le citoyen de base, il faut respecter les décisions de justice. En revanche, on peut commenter. Je puis vous dire, en passant, que dans l'affaire de Zafi, qui a pris 20 ans, la justice a eu la main lourde. Je peux vous dire que dans l'affaire Tawfiq Bouachrin, qui a eu 12 ans, la justice a également eu la main lourde. C'est un fait qui a été relevé, et il faut le dire. Dans cette affaire d'Abdali Hamidine, de parlementaire du PJD, il faut laisser la justice faire son travail. Mais alors, le problème qui se pose... Quand des responsables politiques sont aux responsabilités... C'est quand ça veut dire, pour nous citoyens, de respecter l'autorité de la chose jugée, et donc les décisions de justice, ça veut dire, pour le gouvernement, en particulier, puisque c'est de cela qu'il s'agit, le strict respect de la séparation des pouvoirs. Qu'est-ce que c'est que ce système où un ministre d'État chargé des libertés, qui était également avocat, ancien ministre de la Justice pendant des années, pendant 5 ans, dénonce une décision qui a été rendue par la justice. Considérant que c'est un règlement de compte politique. En donnant ça une coloration politique. Qu'est-ce que c'est que cette vie publique quand le chef du gouvernement, qui est intervenu dans le même dossier, a dit c'est une décision que je ne comprends pas, qui est incompréhensible et qui n'est pas normale, qui n'est pas logique. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, tout de même, comment voulez-vous conforter les institutions et la capitalisation démocratique faite si un ministre d'État, un chef de gouvernement met en cause les décisions rendues par le pouvoir judiciaire?
Voilà pour cette affaire politico-politique qui a animé en tout cas les débats de cette fin d'année 2018. Si on passe sur 2019, alors si j'ai bien écouté, je vous ai écouté attentivement, Moustapha Semi, année politique extrêmement difficile pour l'ensemble des partis, majorité et opposition. 2019, quelle perspective ? Est-ce qu'ils vont aller mieux ? Est-ce qu'il va falloir nécessairement qu'ils aillent mieux au vu des challenges et défis qui attendent notre pays ? Je suis interrogatif quant à la capacité de ces acteurs institutionnels et des organes dans lesquels ils sont puissent faire quelque chose de différent en 2019. Ils vont nous faire un copier-coller en fait, politiquement. Non, c'est ça ma grande préoccupation, vous le savez, on en parle, c'est le fait que, en l'état, le système institutionnel qui est en place, gouvernement, Parlement, partis politiques, est-il ou non en mesure de porter des réformes ? C'est pas le cas. Nous sommes dans un schéma de fonctionnement qui n'est pas normal. C'est-à-dire chacun à sa place, le gouvernement doit faire son job. Il y a des réformes inscrites dans l'agenda 2019. On va voir si elles vont être faites. Ils ont prévu les assises de la fiscalité en mars. On va voir. Les dernières assises se sont tenues en avril de 2013. C'est-à-dire qu'on n'a pas été capable de mener ça. 2, la lutte contre la corruption. Il y a un nouveau président qui a discours. Oui, mais il faut que ça. 3, l'accentuation de la régionalisation avec des moyens de viabilité. Vous savez, l'enjeu stratégique aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va réussir cette régionalisation ou pas ? C'est ça l'enjeu. Parce que l'État central n'est plus en mesure de porter les réformes, sauf à attendre tout le temps des fortes impulsions. En 2018, à plusieurs reprises, on avait déjà ouvert le débat là-dessus, Moustapha Semi. D'ailleurs, ça spéculait, remaniement ministériel, ajustement, bref, il y a eu. Est-ce qu'en 2019, et ma question est sous-tendue par le fait que, est-ce que vous considérez que cette majorité en l'État est capable d'arriver et de tenir jusqu'en 2021 ? Est-ce qu'en 2019, on va continuer avec cette même configuration politique au vu et à la lumière de tous les challenges et les défis qui nous attendent ? Je n'ai jamais cru aux informations qui circulaient quant à un changement de chef de gouvernement ou de majorité au cours de l'année 2018. Parce qu'il y a un souci, je crois, d'assurer quand même une certaine stabilité aux institutions. En revanche, l'hypothèse qu'il faut regarder de près, c'est la mi-législature. La mi-législature, c'est fin mars, avril 2019, et c'est pas saugrenu qu'il y ait des ajustements. D'ailleurs, la pratique institutionnelle le montre. Il y a un gouvernement législature, et puis à mi-chemin, on corrige, etc. Donc, s'il y a une option... On fait rentrer les remplaçants ou on change les... L'option. D'abord, oui. je parle de l'option possible. Oui. S'il y a une opportunité d'agenda, c'est bien à la législature en mars-avril 2019. Deuxième question, avec qui ? L'option d'un départ du PJD n'est pas virtuelle, elle n'est pas théorique. Ils ont émané, c'est un souhait qui a émané d'une frange un petit peu dure du parti ces dernières semaines. Tout à fait. Alors, c'est une ligne qui dit nous allons, si vous permettez, au casse-pipe en 2021 avec ce gouvernement-là et ce parti. Il faut ressouder les rangs. Et le mieux, c'est sortir. Le mieux, c'est quitter le navire. Le mieux, c'est sortir pour rebondir pour 2021 et avec qui ? C'est un schéma qui favorise évidemment Bekiren et qui pénalise Othmani, qui sera comptable de ce bilan insuffisant. Deuxième point, il faut qu'il y ait un prétexte légitime, politique, crédible pour quitter le gouvernement. Si ça ne tenait au chef du gouvernement actuel, Saadine Othmani, il ne quitterait pas. Il ne quitterait pas le gouvernement, c'est culturel, c'est psychologique. C'est culturel ? Oui, c'est culturel. C'est-à-dire ? C'est culturel, c'est-à-dire qu'il... On ne part pas tant qu'on ne demande pas de partir, oui, même si j'ai pas de résultats, que mes résultats sont médiocres. Il partira. C'est pas quelqu'un qui claquera la porte. C'est pas quelqu'un qui remettra son tablier. C'est le dernier à sortir pour éteindre la lumière. Si vous me donnez 10 minutes, je vous expliquerai pourquoi, sur des raisons culturelles, Othmani n'a pas le profil de quelqu'un qui va remettre son tablier. Ce qui aurait été différent avec Bekiren, par exemple. Bien. Deuxième situation qui peut se présenter, c'est-à-dire il y aura une conjoncture telle que la pression de la direction du PJD sera forte et qu'elle poussera Saadine Othmani à remettre son tablier ou
il y aura une situation créée au niveau du Parlement où il y aura un vote de défiance à l'endroit de ce gouvernement. Troisième évaluation, moi je pose la question, vous le savez, à tous mes interlocuteurs de tout milieu. Je commence par ça. Considérez-vous que ce gouvernement en l'état peut continuer jusqu'à 2021 ? Eh bien, je puis vous dire que 99% des réponses, c'est quoi ? C'est non. Tout le monde est conscient d'une situation d'impasse. Et si je pose la question à Moustapha Saimi, qui est en face de moi, est-ce que Moustapha Saimi considère que ce gouvernement peut aller jusqu'en 2021 ? Qu'est-ce qu'il me répond, Moustapha Saimi ? Je suis interrogatif. Est-ce qu'il tiendra bon en 2019 ? Oui, quand je vous dis que je suis interrogatif, c'est une réponse. Oui, mais est-ce qu'il tiendra bon en 2019 ? Ça me paraît difficile. Ça me paraît difficile parce que le coût politique de ce maintien est énorme. Les réformes en panne. Le coût politique, le politique, il y a le coût économique et social. J'y venais. Dernier point, c'est un coût politique également pour le souverain parce que ça oblige à une très forte exposition du souverain, à la prise en charge de dossiers. Et moi, je suis de ceux qui défendent la fonction arbitrale du souverain. Vous le savez, le souverain, c'est au niveau des grandes orientations. Il a un statut, il est garant de l'essentiel national. Mais il faut que l'intendance, les réformes soient menées par le gouvernement. Dernière observation pour finir sur 2018-2019, je voudrais noter tout de même le différentiel qu'il y a entre la situation atone au plan intérieur, avec beaucoup de brouillard, d'impasse, d'attentisme, etc., et les succès flamboyants de notre politique étrangère. Il faut le relever. Moi, je suis toujours frappé par ça, c'est-à-dire autant sur le plan intérieur, on n'arrive pas, et ce gouvernement n'est pas à la hauteur, les partis sont démobilisés, etc., autant sur le plan intérieur, il y a une capitalisation d'un positionnement diplomatique et d'une image. Ça s'est vérifié il y a 2 semaines par le rendez-vous de Genève. Donc la preuve est faite que quand c'est le souverain qui en charge les dossiers, il y va, avec beaucoup d'autorité, avec beaucoup de volontarisme, mais sur le plan intérieur, évidemment, il n'est pas seul, il y a une démocratie en construction, et donc ça donne ce que ça donne, d'où finalement un bilan 2018 qui n'est pas positif, avec beaucoup de déception, d'amertume partout, d'attentisme, un bilan 2019 optimiste, je le souhaite, mais ça ne se fera pas tout seul. Merci en tout cas, Moustapha Saimi, pour ce décryptage de fin d'année rétro-prospectif politique. Merci. Et essentiellement, et que politique d'ailleurs, hein. Même si en politique, il y a aussi une dimension toujours économique, sociale et culturelle. Parce que vous avez fait référence, voilà, on a vu qu'il peut y avoir aussi une dimension culturelle. Donc merci une fois de plus, Moustapha Saimi, professeur de droit et politologue. Je vous souhaite à la fois une belle journée et une bonne année. Et à vous aussi et à tous nos auditeurs et téléspectateurs. Merci à vous en tout cas.